Bienvenue à toutes et à tous dans La Boîte à Gants, le podcast qui donne de la voix à vos histoires automobiles, mais pas que. Je suis Yann Delplanque et chaque semaine je vous en partage de nouvelles. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Adrien Paviot, designer dans le sport automobile pour les plus grands pilotes la semaine et commentateur de course le week-end sur TF1, aux côtés notamment de Jean-Éric Vergne. Il nous raconte son enfance durant laquelle il a baigné très jeune dans le monde automobile, avec un père importateur et pilote de rallye et une mère vendeuse automobile. De ses débuts en course automobile jusqu'à sa saison en Formule Renault 2 litres en 2005, l'année où son pote Romain Grosjean est victorieux, qui marque la fin d'ailleurs pour Adrien du sport automobile et de ses aspirations d'en faire son métier, lui qui rêvait plutôt de NASCAR et de GT. Spoiler alerte, d'ailleurs il a eu la chance de réaliser ses rêves par la suite. Mais donc, il a alors une vingtaine d'années, il doit trouver une nouvelle voie et se passionne pour un métier qui est celui de commentateur automobile. Mais s'arrêter là serait mettre un voile sur un volet de sa vie, car Adrien est aussi passionné depuis ses débuts en sport automobile par le design des casques. Vous y voyez certainement un accessoire de sécurité, lui y voit un moyen de s'exprimer. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus pour ne pas trop vous dévoiler l'épisode, mais sachez qu'à force de rencontres et de travail, il crée désormais les casques de Romain Grosjean, de Sébastien Loeb, de Daniel Elena, de Pierre Gasly ou encore de Stéphane Peter Hansel, et bien d'autres. Vous imaginez donc qu'il ne manque pas d'anecdotes comme celle du fameux casque de Gasly en hommage à son pote Antoine Hubert, avec lequel il a fait le Grand Prix de Monza en 2019. D'ailleurs, il me semble que dans l'épisode avec Adrien, on s'est trompé sur la date, je crois qu'on dit 2018, mais c'est bien en 2019. Bref, cet épisode va très certainement vous faire découvrir des histoires dont vous n'avez probablement jamais entendu parler et qui sont pourtant passionnantes. J'en profite aussi pour remercier Valentin Simonet, cofondateur de My Gasoline avec Mylène d'Orange, pour la mise en relation avec Adrien. D'ailleurs, j'ai aussi enregistré un épisode avec eux, que je vous invite à aller écouter si ce n'est pas déjà fait, c'est l'épisode 30. Vous retrouverez toutes les coulisses du podcast sur Instagram, @dbg_podcast. C'est là aussi où on peut échanger et je réponds absolument à tous vos messages. Pensez aussi à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée ou sur YouTube et à activer les notifications pour ne rien rater des prochains épisodes. Vous pouvez aussi découvrir tous les épisodes qui sont déjà sortis, il y en a une quarantaine maintenant. Avant de débuter l'épisode, j'ai juste un petit service à vous demander pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait. Vous seriez des légendes en laissant un petit commentaire sur Apple Podcast ou iTunes. Rien de plus simple, cela prend 2 secondes et c'est bien évidemment gratuit. Il faut simplement un iPhone ou un Mac et ça permet au podcast de gagner en visibilité et donc par conséquent de pouvoir convaincre des invités toujours plus incroyables de venir dans la boîte à gants. Et croyez-moi, il y a du lourd qui arrive. Je vous souhaite un bon épisode. Salut Adrien. Salut. C'est un plaisir de t'accueillir dans la boîte à gants, même si on est chez toi, là, finalement, en région parisienne. Est-ce que tu peux te présenter un peu en 2 mots pour les gens qui ne te connaissent pas encore ? Je m'appelle Adrien Paviot et ma particularité, c'est que j'ai 2 métiers. La semaine, je suis designer dans le sport méca, donc je dessine des casques, des voitures de course, et le week-end, je commente les courses, parfois avec les décos que j'ai dessinés la semaine. Et cette passion pour l'automobile, parce que c'est une vraie passion, elle remonte à l'enfance pour toi ? Elle est familiale. J'ai grandi avec des parents vendeurs auto. Mon père était importateur, ma mère était vendeuse, mon père a couru en rallye. Donc c'est vraiment quelque chose qui est dans les gènes. J'ai grandi en voyant mon père courir en rallye et dès 11 ans, il m'a mis les fesses dans un karting. C'est comme ça que l'histoire a démarré. Courant en quelle catégorie ton père ? Mon père, il a fait du rallye régional, du rallye national sur une Super 5. Ok. Donc voilà, c'était... j'ai encore souvenir, sa voiture de rallye, elle était rouge, il avait le mulet qui était noir, qui servait à faire les recos et tout. Donc c'était déjà des petits souvenirs de l'enfance. Ouais, mais je pense que c'est vraiment là en vérité qu'est née cette passion. Déjà gamin, je regardais les voitures, je savais dire toutes les marques et tout. Voilà. Ouais, t'étais mordu complet quoi. Complètement. Ouais. Et à 11 ans, tu te mets toi-même à la course, au karting ? Je m'y suis pas mis moi-même. C'était mon père avait été invité à aller faire du karting de location avec ses potes. Et puis quand on est arrivé, il y avait des sessions enfants. Il a dit mais tu veux essayer ? J'ai essayé. Et voilà, ouais, ça m'a bien plu. Et dans la foulée, lui qui était passionné évidemment puisqu'il avait fait du rallye, il m'a proposé de faire une école de pilotage parce que il y en a pas beaucoup en France, mais j'avais la chance qu'il y en ait une à côté de chez moi. C'était laquelle ? C'était l'école du Ripaud. C'était à Mont, à côté de Tours. Okay. Et voilà, j'ai démarré, j'ai fait une école, donc on apprenait la mécanique, on apprenait le pilotage, et puis derrière, mon père a acheté un kart, et c'est comme ça que l'histoire, c'est comme ça que c'est parti, quoi. Et alors, qu'est-ce que ça donne niveau parcours en course auto ? Ça donne, j'ai fait mes gammes en karting, championnat de France, championnat d'Europe, et après, déjà à l'époque, j'ai eu un parcours un peu atypique parce que je suis pas tout de suite allé dans une monoplace. Moi, j'ai plutôt fait de la berline, donc j'ai fait de la super production dans une Clio, une 2 litres. Après, j'ai fait ce qu'on appelait la Formule France, donc c'était des formules de promotion avec
des voitures avec des châssis tubulaires, des moteurs de 1300 Hayabusa, donc c'était des belles Moteur autos. de moto, ouais. Voilà, j'ai gagné la Coupe de France en 2004, et après j'ai été roulé en super tourisme, donc là j'ai affronté les 407 de l'écurie d'Henri Pescarolo, j'ai couru face à Eric Hilaris ou à Yayari, Emmanuel Collard, c'était des belles courses. Et c'est là que moi je rêvais de 24 heures du Mans de NASCAR, parce que déjà depuis très jeune j'étais passionné de NASCAR, mais mes partenaires, mon père était plutôt dans la monoplace, on m'a plutôt incité à faire de la Formule Renault, ce que j'ai fait. Donc la 2 litres. La Formule Renault 2 litres, tout à fait, qui a été une excellente école. Mais c'est vrai que derrière, là, j'ai été confronté à des garçons comme Romain Grosjean. Romain Grosjean gagne l'année où tu étais engagé. Tout à fait. Romain Grosjean est champion de France en 2005. C'est l'année où je roulais en Formule Renault. Et c'est vrai que là, c'était extrêmement dur. C'est pas une voiture dans laquelle j'étais très à l'aise. C'est aussi là que j'ai compris que j'avais peut-être d'autres qualités qui me feraient plus vivre que le pilotage. Et puis ça collait pas forcément avec l'envie de NASCAR, d'endurance. Enfin, il y avait pas franchement de lien, quoi. Ah mais complètement. Enfin moi, je m'en suis jamais caché. En 2005, je montais dans une monoplace sans aucun plaisir. Par contre, j'avais un copain, Jérémy Totti, avec qui j'avais roulé en Formule France. Lui, il roulait dans une Viper en GT. Mais T'étais jaloux. Ah mais je dreamais complet devant sa caisse. J'étais vert, j'étais dégoûté. Moi, j'avais envie de rouler en GT sur une Viper et d'arrêter. Donc bon, voilà, c'est comme ça. Hein. C'est un parcours, on le refait pas. J'ai la chance aujourd'hui de courir en GT. Donc, j'ai été aux États-Unis courir en NASCAR il y a 2 ans. Donc, c'est des voitures dans lesquelles je prends beaucoup de plaisir, dans lesquelles on arrive à avoir quelques résultats. Et du coup, s'il y a peut-être des résultats dans ces voitures-là, c'est parce que j'ai mangé mon pain noir en Formule Renault. Donc, dans la vie, parfois, tout a un sens. Et aller assez vite sur le déroulé. Pour en revenir un petit peu, tu as fait le modeste, mais en karting, tu as eu vraiment un bon niveau parce que tu courais contre Hamilton, Hülkenberg. Enfin, c'était déjà des noms quand même. Ouais, bon après, faut savoir que sur des championnats d'Europe, on était 120 pilotes, donc ouais. J'étais pas le seul à courir contre Hamilton et Rosberg. Mais ouais, c'est cool. J'ai roulé contre eux. Il y en a eu pas mal. Hein. Hülkenberg, on s'est battu. C'est marrant. Il y a Philippe Albuquerque qui est un Portugais en ce moment qui cartonne en endurance, qui a gagné les 24 heures du Mans à l'MP2 là, qui vient de gagner. On en a parlé avec Paul Loup. Avec Paul Loup, bah voilà. Et moi, Philippe, j'ai fait ses casques, mais à l'époque, on a roulé ensemble et j'ai retrouvé le classement du championnat d'Europe. Je suis devant lui, donc je l'ai charrié et tout. C'est marrant. Donc ouais, c'est des beaux souvenirs. Maintenant, faut être lucide que je fais partie de ces gars. On va peut-être dire éventuellement il a un bon coup de volant, mais ça va. Hein, je suis pas sénat non plus, loin de là. Hein. Voilà, j'ai un bon coup de volant pour m'amuser, mais voilà, peut-être il m'en manquait de toute façon pour faire une très grande carrière, c'est évident. Donc pour reprendre un peu le fil de ta vie, en 2005, t'as 20 ans. Ouais. Tu décides finalement que la carrière de pilote, ça sera pas pour toi finalement. Tout à fait. Qu'est-ce qui se passe un peu pour toi ? Faut savoir que jusqu'à mes 18 ans, je voulais faire designer. Okay. C'était mon job. Mais arrivé en école de design, je me suis aperçu qu'en fait, c'était plus la déco, enfin vraiment tout ce qui touchait au sport auto qui me branchait que le design en lui-même. Et ça a été un peu un gros bouleversement parce que je me suis aperçu que ce qu'on m'enseignait à l'école de design, c'est pas forcément exactement ce que j'avais envie de faire. Et ça, et ça collait avec l'année où j'ai gagné la Coupe de France en Formule France, où mon père et mes sponsors voulaient me faire de la Formule Renault. Donc, bon, c'est un problème que j'avais vite enterré et mis de côté parce que je vivais que pour la course à l'époque. Mais 1 an et demi, 2 ans plus tard, quand tout ça s'arrête, je me dis bon là on fait quoi, parce que je vais pas être designer, hein, et c'est là que je me dis, je repense à tous ces week-ends sur les courses où quand je roulais pas, on me faisait parler dans un micro. Je sais que Jacques Sabatier, qui est toujours d'ailleurs le speaker des formules de promotion Renault, me faisait monter dans la tour où il faisait le speaker et il me faisait parler, il me faisait faire le consultant. J'avais adoré ça et je m'étais dit. T'étais bon. J'en sais rien, mais en tout cas, j'adorais ça. Donc, je m'étais dit, il y a peut-être un truc à faire. Donc, je m'étais redirigé vers tout ce qui était la communication des médias, tout ça, en me disant, je vais prendre un cursus qui est assez large, ce qui va me donner peut-être une grande palette de métiers potentiels. Et puis, on verra on verra où se créent les opportunités. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai repris des études plutôt dans les médias. Et c'est ce qui m'a amené à faire, entre guillemets, ces 2 métiers aujourd'hui. Juste pour peut-être expliquer un petit peu pour nos auditeurs pourquoi tu as fait une école de design, c'est parce que tu designes des casques depuis très jeune. Le premier, c'était avec quel âge ? Alors, le tout premier, je devais avoir 12-13 ans. Hein. C'était vraiment quand j'ai démarré le karting. Faut savoir, depuis que je suis gamin, je dessine. Vraiment gamin. Du plus longtemps que je me souvienne, je dessinais des voitures. Petit, comme tout passionné de sport auto, j'étais fan de Michel Vaillant. Donc, je redessinais des mini BD. Et quand j'ai commencé à aller sur les circuits, j'ai eu cette passion, et je suis incapable de l'expliquer, pour des casques
quand j'ai vu ces fameux casques à rail GP3 blancs, pour moi, c'était l'équivalent de quand à l'école, on me donnait une feuille de papier, on me disait toile, quoi. Voilà, ou une toile, on me disait le maître est pas là, vous prenez une feuille blanche et vous faites un dessin, quoi. Moi, là, ça, c'était le portail vers la liberté. Bah, les casques blancs, c'était pareil. Donc, des gamins arriver sur un circuit, un casque blanc, pour moi, c'était une immense opportunité de créa. Donc, c'est quelque chose, la preuve, hein, il y a même pas un élément déclencheur, c'est que je devais avoir ça en moi. Et t'as jamais arrêté? Ah bah non, jamais. C'est-à-dire que là, moi, je vois ça, je commence à dessiner à l'école sur des feuilles, des casques pour mes potes, je les colorie, même les miens, hein, je les dessinais. Donc, au début, j'ai fait comme ce que tout le monde faisait à mon époque, parce que le métier de designer de casque n'existait pas vraiment, en tout cas pas comme moi je le pratique aujourd'hui. Donc, je regardais dans les magazines, je m'inspirais de ce que faisaient les mecs, et puis j'associais le haut du casque de machin avec le bas du casque de machin, et puis c'était parti. Et c'est que c'était quoi les symboles un peu phares qui revenaient tout le temps? C'était le fluo, les pointes, déjà un peu comme aujourd'hui. Là, c'était les époques où on commençait à avoir les effets aéros, c'est dégradé qui donnent un effet de vitesse et d'agressivité. Donc voilà, moi je suis bercé par la génération Troy-Lee Design, hein, les casques avec du chrome, du fluo, les choses très flashy, très modernes. Donc moi, voilà, c'était ce qui me parlait. Nous dans le karting, c'était Lucky Design la référence à l'époque. Et voilà, du coup, je voyais ces pubs, je voyais les casques qui peignaient dans les magazines, je recoloriais avec mes crayons et tout. Et ça n'a jamais arrêté. Et c'est ce qui m'a poussé à l'origine à faire une école de design. Sauf qu'arrivé en école de design, je me suis aperçu que faire de l'histoire de l'art et voilà, avec des pantones, colorier des mecs à poil, c'était pas du tout ce que je voulais faire. J'ai fait de l'histoire de l'art, donc je sais de quoi tu parles. Voilà, c'était ça. Hein, donc, le parcours d'Andy Warhol est très intéressant, mais moi, ça me parlait pas vraiment par rapport à ce que je voulais faire de ma vie. Donc, tu trouvais pas ce dont tu avais besoin pour continuer dans tes envies de casque? Non, mais c'était ça. C'est là que je me suis aperçu que j'avais pas forcément envie de faire du design pur, mais que j'avais envie de faire du design de sport automobile. Et c'est un peu un métier que j'ai recréé finalement, en tout cas pour celui que moi je pratique. C'est quelque chose qui n'existait pas vraiment avant, en tout cas pas comme ça. Et quand tu dis créer ce métier, donc à quel moment ça devient une activité? Même si au début, si je dis pas de bêtises, c'est une activité secondaire. Ah mais c'est un accident, hein, presque. Hein. Moi, dessiner des casques, je faisais ça comme ça. Après, quand j'ai repris mes études dans les médias, je faisais ça à côté pour des potes pour me faire un peu de sous, parce que j'étais redevenu étudiant. Donc, fallait bien payer les bières du samedi soir. Hein. Exactement. Voilà. Donc, je dessinais des bières pour les potes. C'était un peu le job étudiant. Hein. C'était une sorte de job étudiant. Tu dessinais des bières? Non, je dessinais des casques, pardon. Je dessinais des casques pour les bières. Mais j'aurais pu dessiner des bières. Hein. On m'a tellement fait faire de trucs chelous sur les casques, ça aurait pu arriver. Mais voilà, donc c'était une sorte de job secondaire, mais c'était même pas censé être un job. Je faisais ça juste pour me faire 2-3 sous. T'amusais aussi, quoi. Parce que j'aimais bien. En fait, il s'est avéré que jusque-là, j'avais colorié. J'avais même un peu arrêté pendant les années où je roulais en Formule Renault. En tout cas, je le faisais pour moi et 3-4 mecs. Des potes à qui j'avais fait comme ça, mais au crayon encore, hein, même jusqu'à 15-16 ans, quoi, même 17 ans. Et en fait, même, je dis une bêtise, hein, c'est tard parce que le premier cas sur ordinateur, je l'ai dessiné en 2007. 2007-2008, c'est ça. C'était un concours lancé par Franck Montagny pour les 24 heures du Mans et je voulais le gagner. À l'époque, j'étais clairement fan de Montagny, j'adorais son style décalé dans les paddocks et tout. Son casque fuchsia, il était déjà pas du tout comme tout le monde. Et il a lancé un concours de casque et j'ai dit, mais celui-là, faut que je le gagne. Et c'est là que j'ai dit, allez, j'en dessine un sur un ordinateur. Et t'as gagné. Et j'ai gagné. C'est bon, ça. Et c'est là où j'ai commencé vraiment à faire des casques. Donc c'était les tout débuts de Facebook en France, enfin vraiment le moment où Facebook commençait vraiment à se démocratiser. Je l'ai posté sur Facebook et là c'était parti. Je recevais des messages de mecs qui me disaient mais tu peux m'en faire un. Donc c'est là que j'ai commencé un petit peu à cerner le potentiel de cette activité. Et quand j'ai terminé mes études dans les médias, moi je voulais bosser dans les médias. Quoi exactement je savais pas encore. Mais j'aurais jamais pensé que je pourrais vivre du design de sport auto. Mais étant comme tout jeune qui sort de l'école à la recherche d'un emploi, j'ai dit en attendant je vais faire des décos. Donc j'ai posté mes décos, j'ai fait des décos de voitures. J'ai un client, me rappelle Sacha Botman, un de mes tout premiers clients qui roule en GT encore aujourd'hui, qui est un pote, qui m'a appelé, qui m'a dit je voudrais que tu me fasses la déco de ma Seat Leon. Ok, j'ai fait sa Seat Leon, j'ai fait un logo et j'ai balancé ça sur Facebook. Et là, je sais pas, j'ai commencé, je me rappelle, ça devait être un 10 ou ça devait être un 14 janvier. Donc en quelle année là? On est en 2010. Et 2 mois plus tard, j'ai un coup de fil de Romain Grosjean, que je connaissais du karting et de la Formule 1. Forcément. Avec qui j'étais copain, que j'avais revu à Monaco depuis, qui m'appelle et qui me dit j'ai besoin que tu me fasses un logo. Puis après, il me dit ouais, il faudrait que tu m'aides à faire le design de mon site internet. Et puis, il me faut un casque. Et là, en l'espace de 2 mois, il a fait exploser la boîte, quoi. C'était le pied dans la porte et après, ça a été l'engrenage. C'est exactement ça. C'est-à-dire que c'était à la base un service et puis
moi derrière, je voulais toujours bosser dans les médias et j'ai jamais abandonné ça. Mais en tout cas, en parallèle, j'avais cette activité de design qui, en fait, très vite, je me suis aperçu qu'il y avait une énorme demande à ce niveau-là. J'ai finalement, en quelque sorte, créé un besoin, non pas qui n'existait pas, mais j'ai presque l'impression que les gens se rendaient pas compte qu'ils avaient besoin de ça, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui m'appelaient, ils me disaient, ah ouais, mais ah bon, mais tu pourrais me faire ça, mais c'est cool. Ah bah, est-ce que nous, la déco, on sait pas quoi faire? Bah, ok, bah, on y va, vas-y, moi, je vais te la faire. Ok. Et en plus, le pire, c'est qu'à l'époque, j'ai démarré, je bossais même pas avec les bons outils, hein. Je faisais tout sur Photoshop. Photoshop, faut savoir, c'est un logiciel qui sert strictement à rien pour faire le covering d'une caisse. Donc, même en n'ayant pas à l'époque les bons outils et vraiment le bon savoir pour faire ce métier-là, j'arrivais malgré tout à faire démarrer une entreprise. Et à ce moment-là, t'étais encore à Tours, si je dis pas de bêtises? J'étais à Tours, ouais, j'étais à Tours, j'ai fait mes études à Nice et après j'ai été à Tours pendant un petit moment parce que bah il fallait le temps que l'entreprise se lance. Et tu cherchais aussi à travailler dans les médias, mais t'avais pas trouvé de job tout de suite? Bah c'est ça, en fait, je cherchais un petit peu dans les médias, donc le hasard fait que bah, la femme de Romain Grosjean, Marion Gelès, bossait à la télé, donc par son contact, j'ai rencontré d'autres gens, j'ai eu la chance de faire un premier essai à AB Moteur dans la NASCAR, parce qu'en fait, quand voilà, Marion savait que j'étais passionné de NASCAR, elle m'a dit, mais tu sais que les deux commentateurs de la NASCAR, je les connais bien, enfin surtout Philippe Chiraud, donc elle m'a dit, si tu veux, on se fait une bouffe là, jeudi, tu viens à Paris, on se fait une bouffe avec Philippe Chiraud, moi j'étais comme un dingue. Tu m'étonnes. Ah voilà, et puis là j'ai rencontré Philippe, qui est un mec absolument extraordinaire, qui me dit, on partait à Spa, je crois, à Spa-Francorchamps avec Romain Grosjean sur une course, j'allais avec lui, et Philippe me dit, bah, en rentrant de Spa, arrête-toi au studio dimanche soir, on commente je sais plus quelle course, viens visiter le studio, et c'est comme ça que j'ai rencontré Laurent Rex, que j'ai rencontré Patangeli, toute l'équipe de la NASCAR, et qui ont été top, qui m'ont accueilli, et qui m'ont dit, tu reviens quand tu veux, et j'y suis passé plusieurs fois jusqu'au jour où j'ai pu décrocher l'opportunité de passer un test, et de voir vraiment ce que je valais avec un micro. C'était même pas vraiment le plan, hein, mais comme j'avais dit, je faisais ça pour créer des opportunités, et bah, une de ces opportunités, ça a été ça. Bah, si je comprends bien, il n'y avait pas de plan défini de toute façon, ni pour les casques, ni pour le média. En fait, non, mais de toute façon, j'ai jamais avancé avec des plans précis. Hein. Ouais. J'ai toujours dit, on va voir ce que ça donne. Même là, hein, aujourd'hui, je dessine des casques, mais on sait pas. Hein, si demain, je sais pas, une entreprise me propose un super job pour être responsable de com sur même en événementiel, ce qui est pas du tout mon truc, bah et pourquoi pas. Donc, la vie est faite d'opportunités. Le cheminement exact, c'est que je fais du design. Je suis fan de NASCAR, j'ai fait mes études à Nice. Il y a un Niçois qui s'appelle Michel Didier qui court en NASCAR aux États-Unis, que j'ai rencontré, avec qui j'ai un petit peu bossé, avec qui j'ai fait du design. Puis un jour, Michel me dit, mais toi qui veux être un peu journaliste et tout, tu sais, on pourrait faire un magazine de NASCAR, ça n'existe pas vraiment. On s'était associé à un site internet qui s'appelle US Racing, qui était le seul site français de NASCAR. Donc voilà, tout ça c'est de l'opportunité finalement. C'est en faisant que tu fais d'autres choses. Ouais. Et donc je connaissais à l'époque, ça correspond tout ça avec les années où je rencontre Philippe Chiraud, Patangeli et Laurent Rex et AB Moteur. Donc voilà, et ben finalement ils me font passer un test pour peut-être être consultant sur de la NASCAR parce que je suis rédacteur en chef d'un magazine de NASCAR. Donc voilà, tout ça c'est un enchaînement d'opportunités finalement qu'il faut savoir saisir. Et comment ça se passe la suite justement de tes deux carrières que tu mènes de front, à savoir faire des casques? Tu as parlé de Romain Grosjean, mais tu as fait des casques pour d'autres pilotes stars. Et en même temps, tu as évolué sur les médias en fait. Est-ce que tu as continué à faire d'autres choses dans ta carrière? Ouais, bah alors c'est marrant parce que à l'époque, je m'en rendais pas trop compte, je m'en rends plus compte aujourd'hui. C'est qu'à l'époque, il y avait un énorme décalage entre ma carrière de designer entre guillemets et celle de journaliste. C'est-à-dire qu'en 2013, par exemple, je démarrais tout juste à Eurosport, j'étais un petit pigiste dans mon coin. D'ailleurs, je ne disais surtout pas que je bossais avec des pilotes dont je commentais les courses. Et en parallèle, en 2013, je devais déjà faire les casques de Romain Grosjean, de Sébastien Loeb, de Sébastien Ogier. Je crois que c'est la première où je me demande si je faisais pas déjà un casque pour Pierre Gasly. Enfin, Peter Hansel aussi. Je faisais oui, parce qu'à l'époque je bossais déjà pour Red Bull. Donc pour Red Bull j'avais fait les Peugeot, j'avais fait la Peugeot qui avait gagné Pikes Peak. On devait être en train de faire les voitures du Dakar. J'avais dessiné un casque pour Cristiano Ronaldo. Je crois même c'est l'année où j'ai fait le casque pour Neymar sur l'OP avec Ogier. Donc que des petits noms quoi. Voilà. Et en parallèle j'étais ce petit encore pigiste débutant que les certains grands journalistes même malmenés. Voilà donc. Il y avait un contraste en fait. Ouais, il y avait un contraste et moi j'osais pas en parler du coup de cette carrière-là, pensant que ça pourrait me nuire ou me desservir. On m'avait toujours dit qu'il fallait pas faire de bruit. Tu me disais aussi que c'était peut-être la peur qu'on utilise trop les contacts que tu puisses avoir. Ouais, alors il y avait ça aussi. Il y avait aussi ça, c'est que à l'époque, je voulais pas qu'on me fasse commenter des programmes ou qu'on me fasse bosser uniquement parce que je pouvais donner le numéro de téléphone de Sébastien Loeb ou Romain Grosjean, ce que j'ai jamais fait d'ailleurs. Et une fois que ma carrière de journaliste a un petit peu évolué et que je pouvais plus me permettre de dire non, ouais, j'ai moins caché ça. Et effectivement, certains m'ont appelé et m'ont dit mais tu peux nous avoir une interview avec machin. Je dis non, il a un attaché de presse, tiens, voilà le nom
nom de l'attaché de presse, tu te débrouilles avec lui, quoi. Et certains médias avec lesquels j'ai bossé ont jamais compris ça. Ils ont toujours dit que je jouais pas le jeu. D'autres avec qui je bosse aujourd'hui ont beaucoup respecté. Et puis voilà, mais c'est sûr que c'est aujourd'hui ça s'est un peu équilibré parce qu'en tant que commentateur de sport auto, j'ai eu la chance de faire quasiment tout ce qui me faisait rêver. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait quand même un sacré décalage. Et les coulisses de cette vie, c'est ce que tu me racontais, c'est que tu faisais souvent des allers-retours entre Tours et Paris, quitte à même à dormir dans la voiture. Ouais, c'est ça. Bah ça, c'était les années où je démarrais à la télé parce que l'époque, les designs de casques, je vendais pas ça bien cher non plus. Hein, donc ça me permettait de payer l'essence, les restos pour aller commenter, les hôtels quand je finissais tard, mais je pouvais pas me payer un hôtel tous les week-ends. Hein, donc j'habitais à Tours, c'était pas très loin. Je descendais le samedi midi, je montais plutôt le samedi midi sur Paris. J'étais là, je traînais dans les studios, voir un peu comment ça marchait et tout. Le soir, je commentais. Des fois, moi, je commentais de la NASCAR à la base. Hein. C'était sur Motors TV, qui était une super école pour apprendre le métier. Mais je finissais souvent très tard. Donc, quand je commentais pas aussi le dimanche, je rentrais dans la nuit. Et souvent, je m'arrêtais dormir sur la route, quoi. C'était aussi c'était les débuts. Je comptais chaque euro. Je rentrais par la nationale et tout. Je passais par Chartres. Mais voilà, c'était les débuts et jusqu'à ce que je commence sur Eurosport. Et là, voilà, je bossais sur Motors TV, Eurosport. C'est commencé à être plus stable. Le design, je commençais à avoir un gros contrat avec Red Bull. Donc là, voilà, j'ai pu m'installer sur Boulogne-Billancourt à l'époque. Et voilà, après, étant sur place, j'ai pu augmenter ma cadence de travail, que ce soit en design ou en télé. Ceci dit, ça suffisait pas à ta mère pour croire en ta carrière. Ouais. Ouais, faut savoir que ma mère, qui m'a toujours soutenu, hein, mais ma mère à la télé, ça a jamais été son. De toute façon, déjà le sport auto, ça a jamais été son délire. Elle est vendeuse de voitures, mais le sport méca, ça l'a jamais. Regarde de loin, quoi. Voilà, ça l'a jamais transcendé de venir me voir courir. Que je bosse là-dedans. Elle s'est dit, après tout, c'est un milieu dans lequel il y a de l'argent, donc pourquoi pas. Mais quand je lui ai parlé de mes rêves de télé, elle m'a dit oui, c'est ça. Faut savoir que ma mère me découpait des annonces de boulot dans les journaux et qu'elle a arrêté le jour où j'ai commencé à Eurosport. Ce qui veut dire que les années où j'ai commencé sur AB Moteur et même quand je faisais parfois 6-8 heures d'antenne dans un week-end à Motors TV dans les studios Cognac G, ma mère me découpait encore des annonces de boulot dans les journaux. Donc j'ai même dû, pour la petite anecdote, aller un jour à Limoges pour un entretien qu'elle avait insisté à mort pour que j'y aille. Je me rappelle même plus comment je me suis retrouvé à céder. J'étais de Tours, j'ai dû aller à Limoges pour un job d'assistant de communication. Ça fait combien pour Limoges ? Ah mais ça fait 3 heures de route, c'était puis c'est un enfer, il y a pas la moitié c'est pas de l'autoroute, enfin un truc mais improbable. Je suis arrivé pour être assistant de communication à Limoges. À l'époque, je commentais sur Motors TV, je faisais déjà les casques de l'Aube, je commençais à bosser pour Red Bull. J'étais rédacteur en chef du magazine Auto US et je suis arrivé dans cet entretien et le mec, je me rappelle très bien, hein, il y avait une nana, un gars, et le gars il m'a regardé, il m'a fait mais qu'est-ce que vous faites là, quoi. Et je leur ai lâché, hein, je leur ai dit c'est ma mère qui m'a obligé. Ils m'ont dit bon voilà, on sait très bien que même si on vous prenait, vous n'accepteriez pas le job et tout, et ça s'est arrêté comme ça. C'est le jour où j'ai été pris à Eurosport où que ma mère a arrêté, elle a dit bon ok là je veux bien croire que ça va marcher. Tu m'as raconté encore autre chose, un fameux article dans son journal préféré. Voilà, ça c'est bien après, mais la consécration pour ma mère, ça a pas été tant de. Donc après, la carrière a évolué jusqu'à commenter donc des grands prix de Formule 1 sur TF1 en 2018, mais la consécration pour ma mère, la consécration absolue, c'est pas de commenter des grands prix sur TF1. La consécration pour ma mère, c'est d'avoir eu un article dans Télé 7 jours qu'elle lit depuis 35 ans. Ça, par contre, ça c'était la consécration. T'es commentateur de la F1 sur TF1 maintenant. T'as continué ta carrière sur les casques, tu en as parlé aussi. C'est quoi un peu les anecdotes marquantes que tu as sur justement la fabrication de ces casques ? Peut-être d'un casque en particulier ou deux casques en particulier ? Ouais, des anecdotes, il y en a beaucoup. Déjà, je me rappelle qu'à l'époque, la première fois que j'ai rencontré Sébastien Loeb et Daniel Elena, c'est le premier qui a été avec beaucoup d'humanité à la Daniel, comme on le connaît, qui m'a clairement dit qu'il aimait pas les designs que je faisais parce que lui, en plus, il était obligé un peu de matcher les designs que je faisais pour Seb. Et c'était la première fois qu'un mec, comme à l'époque, c'était un métier qui n'existait pas vraiment. Les gens ne savaient pas trop quoi en penser, ou ils adoraient, comme ils savaient pas quoi en penser, ils disaient rien. Et c'est le premier qui a dit, mais ils sont moches les casques là en ce moment. Et ça m'avait vachement poussé dans mes retranchements, mais c'est Danos, mais je l'adore pour ça aussi. C'est quelqu'un avec qui je travaille encore aujourd'hui, et je me rappelle qu'à l'époque, il s'en était pas rendu compte, je lui avais raconté plus tard, ça l'avait beaucoup fait rire. Mais à l'époque, ça m'avait vachement bousculé, et je m'étais dit, ok, là maintenant, ok, j'ai créé un job, c'est bien, maintenant en plus il y a la concurrence qui arrive, donc parce que forcément, hein, moi, de diffuser tout ça sur les réseaux sociaux, il y en a beaucoup qui se sont dit, ah mais c'est bien ce qu'il fait, tiens, je vais faire pareil, et qui même aujourd'hui m'ont dépassé, hein, donc qui ont monté des boîtes bien plus grosses que la mienne. Parce que c'est pas ton but aussi d'avoir une boîte. Ouais, c'est pas
oui, mais voilà, moi déjà j'ai 2 métiers, donc de toute façon, mais voilà, il y a un designer anglais, Sean Bull, qui aujourd'hui est designer chez Renault F1, qui a un contrat avec Renault F1, enfin Alpine F1 maintenant, qui est influenceur sur les réseaux sociaux, à faire beaucoup de design, bon lui qui fait beaucoup du virtuel, mais voilà, il me l'a dit, hein, il m'a dit, moi un jour j'ai découvert tes designs pour l'Aube sur Facebook, c'est là que j'ai découvert que j'avais envie de faire ça aussi, quoi. C'est une belle fierté. Ouais, c'était top, hein. Donc c'est pas pour ça qu'il a voulu me filer 20 000 de ses 100 000, 150 000 followers, hein, mais bon, c'est pas très grave. Mais voilà, donc ouais, ça a pas mal évolué. Et puis, mais après, voilà, fallait quand même faire un moment, fallait pas se reposer sur ses acquis. Et bon, dans les anecdotes, Danos, c'est le premier qui m'a. Et aujourd'hui, il adore ce que je lui fais. Tu m'en avais parlé d'une autre, un peu plus triste malheureusement. Après, on a des bons et des moins bons souvenirs. Dans les moins bons, il y a eu, ça c'est juste une anecdote assez récente, elle est de 2018. C'est le décès d'Antoine Hubert à Spa. On est un 31 août et la semaine suivante, il y a le Grand Prix de Monza. Et Pierre Gasly, pour qui je fais les casques, nous dit le lundi à 15h, bon, clairement les gars, faut qu'on trouve un moyen, mais ce week-end à Monza, je roule avec un casque d'Antoine. Donc Pierre était à l'époque chez Arai en marque de casque, et Arai ils sont au Japon, tous les casques de Pierre étaient peints, envoyés au Japon pour être remontés par le service labellisé. C'est-à-dire que tu leur donnes le design et après eux alors même pas, c'est pire, c'est que le Japon envoie une coque désossée chez le peintre qui est en France, hein, qui est un Français, BS Design, avec qui je travaille beaucoup. Valentin Belgi peint le casque avec le design que j'ai fait. Ensuite, il renvoie la coque au Japon. Le Japon remonte le casque et ensuite il le renvoie en Europe. Ah ouais. Donc cette logistique-là était tout simplement impossible pour le casque d'Antoine. Et là, exceptionnellement, Pierre nous dit, je m'en fous, on gérera les problèmes de contrat plus tard. Je roule avec une autre marque de casque, mais il faut que j'ai un casque avec les couleurs d'Antoine ce week-end à Monza. Et finalement, c'est là que c'est beau, c'est que c'est Charles Leclerc. C'est Charles Leclerc qui en fait prête une de ses coques pour Pierre, pour que Pierre puisse faire un casque hommage Antoine Hubert à Monza. Donc Pierre avait roulé avec un casque Bell, qui d'ailleurs aujourd'hui est sa marque de casque. Et ça révèle. Ouais. Mais pour Arai, je suis pas sûr qu'elle soit très belle. Non, j'imagine. mais en tout cas, à l'époque, c'était un one shot, hein, mais voilà. Et c'est donc finalement Pierre Gasly a pu rendre hommage à Antoine Hubert lors du Grand Prix de Monza 2018 avec une coque qui à l'origine était une coque à Charles Leclerc. Donc tu as fait le design en combien de temps ? On a fait le design. Alors je me rappelle, c'est même pire. Hein, c'est qu'on en a parlé lundi, mais tout a été validé. Moi, j'ai fait le design entre 11h et 14h. À 15h, le design était validé par Red Bull. À 17h, le casque a été poncé et le peintre l'attaquait. Il l'a envoyé au vernis à 23h. Le lendemain, à 6h du matin, il mettait le deuxième vernis de protection. À midi, le casque était dans les cartons. À 16h, il était... alors, l'avantage de Bell, c'est que c'est des Belges. Enfin, ils ont un atelier de montage en Belgique. Donc, à 16h, ou à 18h... Non, c'est peut-être le jeudi matin, le casque était au remontage en Belgique. Et à 14 ou 15 heures le jeudi, le casque était en route pour l'Italie. C'est complètement fou. C'était incroyable. Ça a été une logistique. C'est un des plus gros défis de logistique qu'on a relevé, que j'ai relevé en plus de 10 ans de design. Pour rester avec Pierre Gasly, tu m'en as parlé une aussi avec un casque qui était au logo, enfin l'image d'Iron Man. Ouais, alors en fait, Pierre, un jour, m'appelle pour parler des casques et il était avec sa copine de l'époque et puis il parle, puis il dit ouais, on pourrait faire un casque Iron Man, c'est cool, j'aime bien Iron Man. Et on lui fait un super beau casque. Il faut savoir que le casque, il a été dessiné, il a été validé par Marvel et il a été peint. Et moi, que ce soit validé par Marvel, honnêtement, j'en revenais pas. C'est-à-dire que j'avais halluciné. Et je le précise parce qu'en fait, ça donne après lieu, la fin de l'anecdote, je suis même pas sûr que tu la connaisses. Du coup, donc, voilà. Donc, en fait, on peint le casque Iron Man et tout, nickel. Et puis, moi, c'était la première année où je commentais la F1 sur TF1. Donc, j'arrive à Monaco, tout fier, je monte dans ma Red Bull Energy Station parce que j'avais les passes avec moi avec Red Bull. Je vais voir mon Pierre, ça va et tout. Et puis, il me dit, t'es au courant? Je fais non, il me fait, je porterai pas le casque Iron Man. Ah bah là je me décompose, je fais quoi? Il me fait ouais, en fait il y a un souci, c'est que si je fais un podium ce week-end, il roulait chez Red Bull, donc c'était l'année où il roulait un peu chez Red Bull. Donc des chances de faire un podium. Voilà. Comme il roulait chez Red Bull, il dit si je fais un podium, contractuellement le casque que je porte pour mon premier podium, il est obligé d'être fait en miniature et d'être vendu dans les boutiques. Et là il me dit il y a un problème, c'est qu'on a l'accord de Marvel, par contre on peut pas en faire un commerce, donc du coup le casque pourrait pas être revendu en miniature si je fais un podium. Donc pas de casque. T'es dégoûté?
Je suis dégoûté, quoi. Je suis grave dégoûté. Et puis, et le pire, c'est que je le vois le dimanche matin à l'entrée du paddock. Du coup, le casque, il s'en sert pour faire du scoot, quoi. Je suis vert. Il venait de son hôtel au paddock en scooter. Il avait mis le casque Ironman. J'étais dégoûté, quoi. Et l'idée me reste dans la tête. Et je suis en vacances avec Romain Grosjean, qui est un ami très proche. Je raconte l'anecdote. On est avec, on est en vacances. Il y a Romain Grosjean, il y a Marion, il y a Antoine Arlot, il y a Julien Febvre. Enfin, on est toute notre petite bande en vacances. Et là, je leur raconte cette anecdote. Et là, une idée germe d'un coup. On se rappelle que Marvel, en fait, c'est Disney. Et c'est Romain qui me dit, mais pourquoi on ferait pas un casque Flash McQueen? Parce que si Disney a accepté le Iron Man pour Gasly, peut-être qu'ils accepteraient un Flash McQueen pour moi. Et ben, c'est de l'idée du casque Iron Man qu'est née l'idée du casque Flash McQueen que Romain a porté. Alors là, pour le coup, ça devait être en 2019 à Austin. Ok, ouais, c'est ça. Collaboration avec Pixar. Ouais, tu m'en avais parlé de ça. En fait, je n'avais pas fait le lien entre les deux anecdotes. Mais voilà, en fait, faut savoir que c'est parce qu'en 2018, on avait eu un accord de Marvel qu'en discutant, on s'est dit, putain, en fait, s'ils ont accepté ça, peut-être que... Donc du coup, on a mis un peu de temps à être en contact avec Pixar, mais une fois qu'on a eu affaire à la bonne personne, ça avait été compliqué. Hein. Une fois que j'ai eu affaire, il s'appelle Jay Ward chez Pixar, un passionné de sport méca, incroyable. J'ai essayé de le contacter tout l'été, je recevais des messages d'absence de bureau, je me disais, putain, c'est mort. Et parce que j'avais fait la maquette, je me rappelle, fin février, donc on s'y était pris, mais grave à l'avance pour un Grand Prix en octobre. Et on a essayé, à chaque fois, on tombait sur la mauvaise personne, on était redirigé de bureau en bureau. Tout l'été, pas de réponse. Et un jour, je reçois un mail un 2 septembre, un 4 septembre, et je reçois un mail. Salut Adrien, c'est Jay Ward de chez Pixar. Désolé, j'étais parti 1 mois et demi en vacances. Je faisais un road trip en Europe avec toute ma famille. Et c'est incroyable de découvrir ton mail ce matin en arrivant au bureau parce qu'il y a encore 4 jours, j'étais à Monza, dans la ligne droite, en train de célébrer la victoire de Charles Leclerc à Monza avec Ferrari. Incroyable. Il dit, je suis passionné de Formule 1. Et il me dit, mais alors du coup, redis-moi ton projet. Je fais, c'est un casque pour Romain Grosjean. Et là, le gars me répond, il m'envoie un WhatsApp et il me met une photo de lui avec Romain l'année d'avant à Austin. Et il dit, mais je suis fan de Haas, j'ai rencontré Romain l'année dernière, donc évidemment, je vais tout faire pour que le projet se fasse. Donc là, on se dit, mais le destin, quoi, le truc de fou. Et donc, on a fait le casque Pixar en 2019, Flash McQueen, qui est un des énormes succès. Pixar avait joué le jeu, ils avaient fait venir une maquette de Flash McQueen à l'échelle 1.1 ils avaient monté tout un ESPN studio dans Austin on avait fait faire un casque de démo, un réplica qui était entreposé sous vitrine à côté de la voiture. Ça, c'était un super, c'est un de mes meilleurs souvenirs parce qu'en plus ce Grand Prix là, moi je le commentais. Ah oui, t'étais sur tous les fronts en fait. Ah ouais, ce Grand Prix là, moi je l'ai commenté pour TMC. Donc on était vraiment, c'était un peu fait exprès. Hein. Je savais que j'allais commenter celui-là depuis un moment, donc T'as été stratégique, quoi. Ouais, un peu, ouais. Et justement, à travers ces deux carrières qui s'entremêlent assez souvent, t'as rencontré plein de gens. C'est quoi un peu les rencontres marquantes? Tu m'avais parlé de certaines personnes, je sais pas si tu vas reparler des mêmes. Ouais, alors oui, parce que on en a parlé il y a un moment, je me rappelle plus. Je sais que après il y a eu ceux que j'ai rencontrés dans le design. Il y a Romain, mais Romain je le connais depuis longtemps. Mais moi j'ai beaucoup aimé rencontrer Sébastien Loeb parce que je trouve vraiment que c'est un garçon vraiment intéressant, qui a un profil. Moi j'aime bien les vrais mecs. Voilà, j'ai beaucoup aimé rencontrer Sébastien Loeb dans le cadre du design. Après, je les ai pas rencontrés, mais dans le cadre du design, j'ai bossé avec Neymar et Ronaldo. C'est quand même rigolo parce qu'on sort un peu du. T'es un fan de foot un petit peu à côté? Non, pas du tout. Donc je suis comme tout le monde, mais de loin, j'ai pas une équipe où je suis hyper accro. Mais bon, j'avais trouvé l'opportunité rigolote. Non, c'est surtout que dans le design. Après, j'ai beaucoup de gens. Le premier peintre avec qui j'ai bossé, Eric Milano, Aéromagique, qui est le peintre de Loeb, est devenu un de mes meilleurs amis. Donc il y a eu des belles rencontres de gens pas connus. Après, par contre, dans le cadre de la télé, j'ai rencontré des gens aussi qui sont devenus des potes. Et Olivier Panis, avec qui je commente dans quelques jours la Formule 1 sur Eurosport. Olivier, c'est devenu un pote aussi. J'adore. C'est des garçons qui sont vraiment extraordinaires. Il y avait Benoît aussi. Ah, Benoît Tréluyer. Ouais. Il y a Benoît Tréluyer, triple vainqueur des 24 heures du Mans, champion du monde d'endurance, avec qui j'ai commenté sur Eurosport. Moi, j'ai commenté sa dernière victoire au Mans. À l'époque, je savais même pas, je le connaissais même pas. Enfin, je connaissais de nom évidemment, mais personnellement, je le connaissais pas. Et 2 ans plus tard, on se retrouvait à commenter ensemble sur Eurosport et on partageait le même motorhome. C'était crise de rire. Ça, c'est des rencontres vraiment qui m'ont marqué. Et après, pour le côté un peu people, on a rencontré Matt Leblanc sur la F1. Matt Leblanc, donc Friends. Friends, l'acteur qui joue Joey.
Et l'ancien présentateur de Top Gear. De Top Gear UK, ouais. Et en fait, Matt Leblanc avait été invité en 2013 sur le Grand Prix d'Austin. Et du coup, Romain avait pas mal sympathisé avec lui. Même moi, j'avais un petit peu discuté. C'est un passionné, hein. C'est un vrai passionné. Et du coup, l'année d'après, il revenait. Cette fois, c'est Romain qui l'avait invité sur Austin. Et on lui avait fait un casque hommage. À l'époque, il avait une série qui s'appelait Episodes. Donc, on avait fait un casque avec des photos de lui dans Episodes et des photos de lui dans Friends. Et on lui avait offert le casque à la fin de la course. J'ai les photos et tout. Je me rappelle que d'ailleurs, pour la petite anecdote, il m'avait emmené en bringue le samedi soir. Romain n'était pas venu évidemment parce qu'il roulait le lendemain, mais on avait quand même bien rigolé. Hein. C'est un passionné, mais c'est un bon fêtard. Ouais, mais là, je me rappelle que quand j'avais envoyé les photos et que j'ai dit bah là, à mes amis en France, j'ai dit là, j'ai fait la fête avec Matt Leblanc. Ils m'ont dit pouah, on m'a dit ah ouais, là, petit kiff. Et plus récemment, on a rencontré Manu Payet au Grand Prix de France, qui est un passionné, qui est un mec absolument extraordinaire. Je savais pas du tout qu'il était passionné, tu vois. Et ouais, on s'est fait un petit resto dans le village du Castellet, à côté ça c'était au Grand Prix de France 2019, avec Romain, avec Marion et Manu et son pote Jeff. Et franchement, ça aussi c'est un super souvenir parce que là d'abord on découvre l'acteur, la star entre guillemets dans le paddock, et puis après on se fait un resto et on découvre l'humain qui est derrière. Super mec, franchement moi j'avais adoré. C'est ça qui est dingue dans toutes tes anecdotes, dans toutes tes histoires, c'est que finalement il y a des gens que t'as admirés, tu en rêves et finalement tu les rencontres. Ouais, c'est ça. Il y a une espèce de continuité comme ça, un fil rouge qui est assez, qui doit être passionnant pour toi. Ouais, non mais c'est ça. Alors il y a eu j'allais dire il y a eu des bonnes et des moins bonnes rencontres, mais j'ai pas de moins bonnes en tête en fait. Sincèrement, pas tant de désillusions que ça quoi. Non, jamais. Après, il y a eu que des bonnes surprises. J'ai eu que des bonnes surprises. Il y a eu j'ai eu des belles rencontres. Après, il y a des gens avec qui c'était aussi très intéressant de travailler, donc plus ou moins connus, mais des grands journalistes. Voilà, il y a eu. J'ai travaillé avec Alex Pasteur sur Eurosport. C'est quand même un des meilleurs commentateurs de l'histoire du sport en France. Donc voilà. Non, c'est des belles rencontres, mais c'est vrai qu'il y a de belles. Ouais, ça a donné de belles histoires. Maintenant, tu ne choisis plus finalement entre ton activité de design de casque et de journaliste. Tu cherches plus du tout à distinguer les deux et tu cherches pas à en privilégier une plutôt qu'une autre. Non, parce que à une époque, je m'étais longtemps posé la question, surtout quand dans les années 2013-2014, je travaillais beaucoup à Eurosport en tant que pigiste. À l'époque, je faisais pas mal Motors TV, puis après AB Moteur, et je m'étais dit, s'il y a un moment, qu'est-ce qui va se passer là ? Parce qu'à l'époque, le design Red Bull commençait à devenir très présent dans mon activité, et je m'étais dit, là, il va se passer quoi ? Et je me demandais, j'appréhendais le jour où un de mes employeurs allait me dire, mais maintenant, il faut que tu fasses un choix. Et finalement, après quelques années, je me suis aperçu que non seulement j'avais pas à en faire, mais même qu'il fallait pas que j'en fasse parce que les deux entreprises, les deux activités étaient complémentaires. Par exemple, voilà, je suis totalement lucide que même au-delà de mes capacités de commentateur, j'ai sûrement été choisi pour faire la F1 sur TF1 parce que je fais les casques des pilotes de F1, qu'ils savent que j'ai des entrées et que ça me permet aussi peut-être plus facilement d'aller dans la room, voir à tel pilote et d'avoir une info. Alors même s'ils savent aussi que je respecte et qu'il y a beaucoup d'infos qui me tombent dans les oreilles que je ne divulgue pas à l'antenne. Ça te permet peut-être d'avoir une compréhension. Tout, voilà. Les années où c'est difficile pour Pierre Gasly chez Red Bull, avant qu'il soit rétrogradé chez Toro Rosso. Bon voilà, ils savent très bien que moi il y aura aucun problème pour que j'y aille, que je monte dans le motorhome parce qu'il est enfermé dans sa piole et que j'aille le voir et qu'on discute un peu. Même si je respectais Pierre et ses moments et que s'il avait pas envie de parler, je ne poussais absolument pas. Pierre fait une interview classique avec je sais plus qui à ce moment-là. Il sort et là moi je peux le choper 5 minutes. Il dit bon, dis-moi, tac, ok. On a même pas besoin de préciser. Il me dit des choses, je dis ça je le garde. Il me dit des choses, ça je peux le dire. Et puis voilà. Tu l'as su avec l'expérience aussi. Voilà, exactement, mais bon voilà, c'est grâce à l'entreprise de design, même si je dis, comme je disais tout à l'heure, j'arrive à bien cloisonner un peu les contacts, les activités et tout. Malgré tout, ils savent que ça m'ouvre des portes. Faut être lucide dans un sens comme dans l'autre. Hein. Pour parler un peu et pour finir ce podcast sur le Adrien perso, ses goûts automobiles. C'est quoi, t'es plutôt vintage, t'es plutôt moderne, ou t'aimes bien les deux peut-être? Ouais, je suis pas très historique pour être honnête, Okay. Je suis pas très vintage, je le serai sûrement dans quelques années quand les voitures vintage des futures générations seront celles de la mienne. Voilà, quand la Peugeot 908 HDI FAP roulera au Mans historique, là je pourrais dire mais moi je l'ai connu gagner le Mans, voilà. Là ok. Non, je suis pas très vintage pour être totalement honnête et je sais que ça va en faire bondir plus d'un. Je suis même pas très voiture de série. Non, je trouve ça vachement intéressant justement. Moi en fait j'ai jamais et je suis pas non plus hyper calé en mécanique.
C'est-à-dire que moi, ce qui me branche, c'est le sport. C'est pas la mécanique. Donc, souvent, ça m'est même arrivé de piloter des voitures de course et qu'après, on me dise, mais ça fait combien de chevaux? Je savais pas. On me disait, mais c'est quoi comme moteur dedans? Là depuis un an maintenant, je roule en GT sur une Ginetta, une G55 GT4. A fallu que je demande 3 fois au chef mécano ce que c'était comme moteur dedans pour que les prochaines fois qu'on me demandait, parce qu'à chaque fois j'oublie. Et alors, c'est quoi? C'est un moteur Ford, c'est le moteur c'est un V6 d'une Ford Mustang qui fait 400 chevaux. Mais ça, maintenant, pour que j'enregistre, il a fallu un moment. Voilà. Donc, c'est pour vous dire à quel point... par contre, à l'inverse, je peux exactement vous dire qui sont les équipages qui ont gagné tel championnat avec. Je peux même dire quelle déco elles ont eu. Donc, vraiment... C'est plus sur l'humain, finalement. Les personnes en tant que telles. Mais complètement. Moi, je fais partie de ces gars qui considèrent que le sport auto est une grande famille. Moi, je vais sur un circuit. D'ailleurs, avant, j'emmenais des potes sur les circuits. Maintenant, ils veulent plus venir avec moi parce que je passe mon temps à m'arrêter, à discuter avec tout le monde, à rentrer partout. Et plus personne vient sur les circuits avec moi parce qu'ils me disent c'est trop dur de me suivre. Donc voilà, c'est un peu ça. C'est un petit monde dans lequel j'ai l'immense chance de faire non pas un, mais 2 métiers. Ça durera le temps que ça durera. Peut-être qu'on se reverra dans 10 ans que je dirais, bah maintenant j'en fais plus qu'un ou 2, mais c'est même plus un des 2 qu'on faisait à l'époque. Mais voilà, c'est un métier qui est très riche, et c'est un milieu, pardon, pas un métier, mais un milieu qui est très riche et qui est rempli d'opportunités. Et c'est ce qui me plaît. Et justement, tu y as répondu un petit peu, mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Bah, j'espère tout simplement autant kiffer dans 20 ans. Ça peut être par le design, ça peut être par la télé, ça peut être à faire, j'en sais rien, de la com, ça peut être, ça se trouve, je serais directeur de circuit, on sait pas. Non, mais c'est vrai, ça peut être peut-être attaché de presse, peut-être directeur d'une écurie, je sais pas. Aujourd'hui, j'aime ce que je fais. C'est sûr qu'il y a des choses que j'aimerais faire plus que d'autres, mais voilà, j'ai toujours essayé de m'arranger pour faire un peu des choses qui me plaisent. Donc j'espère tout simplement que dans 20 ans, je ferai quelque chose qui me plaît. C'est tout ce que je te souhaite, et merci pour ton temps et pour tes histoires incroyables, parce que je sais que t'as un emploi du temps assez chargé en ce moment. Non, bah on est en fin d'intersaison, j'ai encore beaucoup de design, mais voilà, on arrive toujours à se donner du temps quand c'est pour parler de passion. Oui, ça va très vite. Hein. Donc merci beaucoup. À bientôt, Adrien. À bientôt, merci. Ciao. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire sur Apple Podcast ou iTunes. C'est gratuit, il faut juste un iPhone ou un Mac, ou simplement à le partager. Ça m'aide énormément à gagner en visibilité. D'ailleurs, j'ai décidé de vous lire un commentaire à la fin de chaque épisode. Aujourd'hui, c'est Carl Girl qui écrit « J'adore ce podcast, mon moment privilégié dans la voiture le soir en rentrant du bureau. Je l'ai découvert il y a quelques semaines via une com interne au boulot sur l'épisode de Laurent Urgon. Depuis, j'ai repris tous les autres épisodes et je viens de finir celui de Margot Lafitte. J'ai l'impression de passer une soirée avec des potes, c'est convivial, intimiste, avec des histoires différentes, mais toutes passionnées autour de l'auto. Il y a toujours un moment qui nous parle personnellement. Bref, je suis fan et je le fais savoir autour de moi. Merci Yann pour ces chouettes moments. Merci beaucoup Cargirl. J'en profite pour saluer Laurent Urgon, avec lequel j'ai enregistré un super épisode. Si vous ne l'avez pas encore écouté, foncez. Vous n'allez pas être déçus. Et effectivement, c'est le but de ce podcast, essayer d'avoir un aspect assez intimiste par rapport à l'automobile. C'est ce que permet l'audio, le podcast par rapport peut-être à la vidéo. C'est 2 formats qui sont complémentaires. Et tu as raison d'en parler autour de toi, c'est comme ça que ce podcast va grandir, donc merci beaucoup et merci pour tous vos messages, ça fait vraiment trop plaisir de savoir que c'est votre petit kiff de la journée ou de la semaine, quoi. Pour découvrir les coulisses du podcast, vous pouvez me suivre sur Instagram @dbg_podcast. C'est là où aussi on peut échanger, je réponds absolument à tous vos messages, j'en ai de plus en plus, mais c'est vraiment toujours un régal d'échanger avec vous. Pensez aussi à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée ou sur YouTube et à activer les notifications pour ne rien rater des prochains épisodes. Vous pouvez aussi découvrir tous les épisodes qui sont déjà sortis, il y en a une 40aine maintenant. Sur ce, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.